Taïwan entre en mode survie. Pour la première fois, des civils s'entraînent à la guerre face à la menace grandissante de la Chine. Les exercices militaires sont prolongés, les roquettes américaines testées, les scénarios de combat répétés. Et l'île ne se demande plus si le conflit viendra, mais quand. Regardez cette séquence. C'est la première fois qu'ils font participer des civils à un tel événement. Alors ils se préparent à chaque fois, chaque année, depuis des années, sur cette potentielle invasion de Taïwan. Mais la réalité, c'est de savoir quand ça se passera. C'est-à-dire qu'ils sont assez persuadés, Sylvie Bermann, que cette menace arrivera un jour ou l'autre. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a encore 2 ans à peu près, il y a eu un sondage aux États-Unis pour savoir si les Américains, les experts, les généraux et autres pensaient qu'il y aurait une guerre dans les années qui viennent. Réponse 85% oui, même sondage à Taïwan, réponse 3% non. C'est-à-dire jusque-là, les Taïwanais n'y croyaient pas. Mais bon, ils ont analysé les conséquences de la guerre en Ukraine et la volonté déterminée de Vladimir Poutine de la poursuivre. Ils ont aussi constaté que les Chinois multiplient les exercices, y compris des exercices en grandeur nature contre Taïwan, pas tellement pour attaquer d'ailleurs, mais pour étouffer Taïwan et pour faire un blocus. Donc c'est normal aujourd'hui que les Taïwanais s'y préparent et ils préparent leur population civile. Mais ce changement est quand même très important. Je veux dire, D'autant plus qu'en fait, les Taïwanais en fait devront faire exactement la même chose que les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Américains avaient aidé les Ukrainiens, comme les Américains aident, mais avaient aidé un peu les Ukrainiens avant, mais les Américains avaient cru que Zelensky avait offert un taxi à Zelensky, que les Ukrainiens ne résisteraient pas. Et si effectivement les Taïwanais montrent qu'ils sont capables de résister, de couler des bateaux chinois, etc., là peut-être que les Américains ne s'intéresseront plus à eux. Mais dans la mesure où aujourd'hui les Américains sont en train de construire eux-mêmes les puces dont Taïwan avait jusqu'à présent le monopole, on ne peut pas exclure un jour que les Américains abandonnent Taïwan. Après tout, ils nous ont bien abandonnés en 1940. Ils les ont bien taxés de droits de douane. Comment ? Ils les ont bien taxés de droits de douane. Voilà. Et donc c'est là que c'est important. Mais vous avez raison de dire que les Américains, la priorité aujourd'hui, c'est l'Indo-Pacifique. C'était dit par le secrétaire à la défense américaine, Pete Hegseth. Et les Américains, ils comprennent pas pourquoi 450 millions d'Européens auraient besoin de 330 millions d'Américains en plus pour se défendre contre 140 millions de Russes. Les Américains nous disent, les Russes, la zone atlantique, c'est votre affaire. Nous, les Américains, nous ne voulons pas perdre le contrôle du Pacifique, de toute cette zone Indo-Pacifique. Ils ont le contrôle depuis 1945, ils ne veulent pas le perdre, et les Chinois aimeraient bien leur arracher. Mais quelle serait la réaction diplomatique de l'Europe, par exemple, si Taïwan était attaqué, Marc Semo ? Venons d'abord à Taïwan sur le fait que, par exemple, le service militaire, qui n'existait pas, c'était 4 mois. Bon, maintenant, effectivement, ce qui était stupéfiant, quand on voit l'île, la situation par rapport à la Chine, jusqu'il y a encore 1 an, c'était 4 mois de service militaire. Donc il y a effectivement, comme le montrait très bien le sujet, une prise de conscience de Taïwan, de la réalité possible. Et Sylvie avait raison, le problème... Le risque est moins celui d'une invasion avec débarquement et tout, ce qui n'est pas évident, ce qui techniquement est quand même très élaboré, etc., que celui d'un embargo qui étoufferait totalement Taïwan et qui mettrait les États-Unis devant la situation de devoir sortir de leur ambiguïté stratégique. Le mot ambiguïté stratégique avait été forgé à propos de Taïwan, c'est-à-dire sur ce que feraient les États-Unis après l'accord États-Unis-Taïwan en cas d'agression contre l'île, ou à la fois sans dire ouvertement qu'ils interviendraient, ils ont toujours laissé comprendre qu'ils interviendraient. Donc là, ils seraient au pied du mur. Pour l'Europe, c'est compliqué. Rappelez-vous le voyage d'Emmanuel Macron en Chine. En revenant dans l'avion, on lui pose la question à propos de Taïwan. Il y avait en plus à ce moment-là, je crois, des manœuvres chinoises d'ailleurs. Oui. Absolument. Et il laisse entendre, oui, qu'on n'a pas à s'embarquer dans une crise qui n'est pas la nôtre. Ce qui avait absolument, je résume l'idée, les propos, il faudrait les retrouver exactement, mais c'était quand même assez sidérant, parce qu'il est évident qu'une crise à Taïwan
nous concerne nos premiers chefs, nous concerne nos premiers chefs par les conséquences économiques, vu que Taïwan reste, même si les États-Unis sont mis à en fabriquer, quand même le premier producteur de ces microprocesseurs extrêmement élaborés. Et c'est une logique d'alliance dans la mesure où les Américains nous aident dans l'OTAN. En Europe, il est quand même minimum, même si nous, on n'a que 2 frégates dans l'Indo-Pacifique, on ne peut pas faire grand-chose, mais symboliquement, il faut qu'on envoie nos 2 frégates. Mais c'est nous, c'est-à-dire les Français, on est à peu près les seuls à être présents, aussi parce qu'on a des territoires d'outre-mer et qu'on a le deuxième maritime mondial. Mais quid des autres? Donc on représente rien du tout dans le Pacifique, enfin, collectivement. L'Europe. Il y a une contradiction d'Emmanuel Macron là, dans sa politique étrangère. Parce que oui, en mai, déjà au forum Shangri-La à Singapour, il avait tout de même, d'ailleurs les Chinois s'étaient retournés contre lui parce qu'il avait comparé dans une phrase, je cite exactement, « Si nous considérons que la Russie peut être autorisée à s'emparer d'une partie du territoire de l'Ukraine sans restriction, sans contrainte, sans réaction de l'ordre mondial, que dira-t-on au sujet de ce qui pourrait se passer à Taïwan ?» Et les Chinois avaient dit, vous comparez l'Ukraine à Taïwan, c'est inacceptable, etc. Alors, pourquoi ils avaient dit ça? Ils avaient dit ça parce que c'est inacceptable, parce qu'effectivement, les Français, les États et les Américains, le monde entier, l'ONU, reconnaît que Taïwan fait partie du territoire de la Chine internationalement, mais que, comme le disait Marc, le statu quo ne doit pas être changé par la force. C'est-à-dire, oui, ça, c'est une seule Chine, mais vous ne pouvez pas obliger des gens à... Voilà. Et donc, vous le faites par la négociation, mais pas par la force. Ça, c'est très important. Mais là où je dis qu'il y a une petite contradiction du président, de la diplomatie du président Macron, c'est que vous ne pouvez pas à la fois dire qu'il y a une stratégie française de l'Indo-Pacifique. Si c'est une stratégie française de l'Indo-Pacifique, elle va évidemment... Elle est à côté de nos alliés, britanniques, australiens, indiens, oui, on peut dire qu'ils sont d'une certaine manière alliés, américains, évidemment, Coréens du Sud, etc. Elle est à côté de nos alliés, elle n'est pas à côté, évidemment, des Chinois. Et donc, effectivement, ce propos dans cet avion était un peu bizarre, quoi, par rapport à la stratégie de l'Indo-Pacifique. Macron aurait très bien pu dire, oui, la flotte, la marine française, elle s'occupe de la Méditerranée, mais elle ne va pas au-delà. Ben non, c'est pas ce qu'on a dit. Elle est allée, le Charles de Gaulle est allé en mer de Chine méridionale. Voilà. Et puis par ailleurs, on a l'impression, moi, ce dont j'ai très peur, quand je vois la politique calédonienne du président Macron, c'est qu'un jour, on donne ce formidable porte-avions qu'est la Nouvelle-Calédonie à la Chine, parce que s'il est donné aux Kanaks, eh bien les Chinois ont vraiment les moyens de les acheter et d'avoir cet énorme territoire comme vassal, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a des territoires en Asie qui sont devenus les vassaux de la Chine, je pense à la Birmanie ou je pense au Cambodge. D'autres résistent et se sont rapprochés des Américains, notamment Aurélien Duchesne. Oui, et surtout que la France essaie de vendre l'idée d'une troisième voie dans la zone, qui a quand même déjà des dividendes qu'on voit par exemple avec l'Indonésie. L'Indonésie avec laquelle on fête cette année les 75 ans de nos relations, les 70 ans de nos relations. L'Indonésie, pourquoi est-ce qu'elle achète aussi des Rafales français, des sous-marins Scorpène, des canons César? Parce que c'est l'idée que la France, justement, incarne un petit peu dans cette zone une troisième voie, qu'il n'y a pas forcément une fatalité à s'aligner sur les Américains ou à se faire vassaliser par la Chine. Et il y a l'idée, la France parle désormais dans sa revue nationale stratégique, d'être un partenaire de souveraineté, qu'on va aider à la souveraineté d'autres. Ça nous a beaucoup retombé, on a beaucoup été moqués pour ça, y compris en 2023, parce qu'à l'époque, on associait ça à une espèce de délire pseudo-gaulliste de grandeur et d'indépendance. On se rend compte que c'est un argument qui marche. Même les Indiens, encore hier, ont passé un contrat avec le géant français de l'armement Safran pour leurs propres avions made in India, pour la modernisation de leur armée de l'air. Donc la diplomatie qui consiste à dire qu'il y a une autre voie dans la région que de vouloir s'aligner sur les États-Unis, ou au contraire de dire que la Chine a, on va dire, un nihil obstat à envahir Taïwan, comme le font par exemple les Russes, c'est quelque chose qui peut encore marcher.
Non, simplement un rappel, c'est que tous les 3 ans, la Chine construit l'équivalent de la marine française. En tonnage, c'est vrai. Et donc, même les Américains commencent à être très inquiets parce que les bâtiments de la marine chinoise risquent de dépasser ceux de la marine américaine, même si en termes de porte-avions, ils n'en ont que 3 pour le moment, et le premier n'a pas de catapulte, etc., etc. Mais c'est sûr qu'ils progressent beaucoup dans ce domaine. Le budget militaire américain est tout de même supérieur. C'est 1000 milliards de dollars contre 300 milliards de dollars. Voilà. Même si il y a des dépenses qui sont peut-être pas comptabilisées, si on regarde en parité de pouvoir d'achat, la différence est moins importante. Mais néanmoins, le budget américain reste plus important. Maintenant, pour ce qui concerne les pays d'Asie du Sud-Est, que je connais bien, les Vietnamiens avaient parlé vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis de la diplomatie du bambou. C'est-à-dire que en fait, ils ne sont pas rigides et qu'ils traitent les uns avec les autres, mais qu'ils ne veulent pas antagoniser, comme ça ne se dit pas en français, la Chine, c'est-à-dire affronter directement la Chine. Donc en fait, ils ont ce qu'on appelle une politique transactionnelle avec l'ensemble des pays. Non, je voulais juste dire un point, c'est que ce qui manque fondamentalement aux Chinois, c'est comme l'expérience de la guerre pour leur armée. Et les seules fois où ils ont fait la guerre, depuis... D'autant plus d'un débarquement. Voilà, et d'autant plus d'un débarquement. Ça avait été un fiasco, ça a été un fiasco contre l'Inde, ça a été un fiasco contre le Vietnam. Donc jusqu'ici, c'est quand même la grande inconnue et le grand pari que représente pour Xi Jinping la question de Taïwan. Un débarquement, effectivement, qui ne serait difficilement une surprise, risque d'être extrêmement difficile. En fait, oui, une marine, c'est pas que des bateaux. Une marine, c'est aussi des marins. Pour le moment, les Américains qui se sont brillamment comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale ont eu la bataille de Midway. C'est une œuvre artistique de victoire militaire, de victoire navale. Les Américains restent quand même les meilleurs marins du monde, et je pense que les Chinois le comprennent, le savent, et n'ont pas envie d'essayer de faire le test d'une bataille navale dans le détroit de Formose. Ils avaient fait le test, alors ils étaient beaucoup moins bien modernisés, en 79, une petite bataille terrestre. Ils ont voulu donner une leçon aux Vietnamiens par une incursion terrestre, et comme me disait à l'époque l'ambassadeur du Vietnam à Paris, je ne sais pas qui a donné la leçon à qui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Vietnamiens qui ont donné la leçon aux Chinois. Alors sans l'accent, c'est mieux. Renaud Girard, Aurélien Duchesne. Oui, alors après, certains d'entre nous ici avaient dit que Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine. J'étais de l'avis inverse. Quand on regarde par contre la composition, par exemple, du pouvoir chinois et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui font primer les intérêts stratégiques ou la ligne dure nationaliste sur les intérêts économiques, je pense encore... allez-y. En Russie plus qu'en Chine. Absolument, oui. Il n'y a pas encore l'équivalent en Russie des Siloviki, mais je pense, c'est ce que disait François Boudon dans son livre « De la tête de Xi Jinping », où il dit on attendait que Xi Jinping devienne une sorte de Gorbatchev qui allait peut-être faire des réformes et qui finalement est devenu un Poutine chinois. Et quand on voit le durcissement, je pense notamment au discours de Xi Jinping en 2021 pour le centenaire du Parti communiste chinois, où il parle de frapper la tête et de répandre le sang, c'est des choses qu'on n'entendait pas chez Hu Jintao ou chez Deng Xiaoping. Donc je dirais quand même que la menace vraiment de l'action militaire directe contre Taïwan, on a tendance à dire que c'est de la propagande américaine et de l'exagération. On a dit la même chose de l'invasion de l'Ukraine qui, soi-disant, était un mensonge des services anglo-saxons. Je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, qui est la démographie chinoise, qui plonge. On va y aller. Justement, c'était une transition. Ah, vous faites les transitions maintenant, Marc, c'est beau, c'est formidable. Mais ce qui est quand même fondamental, c'est-à-dire... Paradoxalement, le temps commence à jouer de plus en plus contre la Chine. La Chine est en train, pour la première fois depuis la grande famine des années 58-60, de perdre la population. Et dans 20 ans, elle n'aura plus les moyens d'avoir autant d'armées. Et moins il y a d'enfants, moins les familles veulent risquer leur seul enfant dans une armée et dans une guerre.